Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. On adore parler de politique avec Philippe Lorange. Bonjour Philippe. Bonjour. Et aujourd'hui, on parle de politique en France. Oui, parce que hier soir, c'était le premier débat des législatives en France. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la politique en France, il y a quelques semaines, c'était les élections européennes. Donc, c'est un peu comme les élections fédérales ici. C'est-à-dire que la plupart des pays européens font partie de l'Union européenne, puis il y a des élections européennes partout en Europe. Et là, dès le lendemain des élections européennes, Emmanuel Macron, le président de France, a déclenché les élections pour les législatives françaises, ce qui laisse peu de temps de repos pour les différents politiciens des différents partis, parce que déjà, juste au lendemain d'une élection, ils doivent déjà réfléchir à la prochaine élection qui arrive. Effectivement. Mais c'était une décision surprise d'Emmanuel Macron, puis on peut, à grosse louche, simplement dire qu'il a senti la droite souffler sur le Parlement européen, la droite française souffler sur le Parlement européen, puis il s'est dit... Moi, je ne laisserai pas cette situation-là envenimer au niveau législatif, au niveau donc de l'Assemblée nationale française. Et il s'est dit, ma médecine de choc à ça, c'est « Ah oui, vous voulez jouer à ça? On part des élections tout de suite. » Il ne serait pas capable de les organiser. C'est un pari qu'il a pris. Beaucoup de gens s'en inquiètent. Mais en même temps, dès le départ, dans sa coalition gouvernementale, parce qu'il y a comme trois grandes coalitions qui s'affrontent, si on veut. Donc, il y a le Rassemblement national de droite, la coalition gouvernementale, on va dire, de centre, puis le Nouveau Front populaire qui est de gauche. Et dès le départ, la coalition gouvernementale est vraiment en baisse dans les sondages. Il y a très peu de chances qu'ils arrivent au pouvoir. Et on le savait dès le début. Donc, Emmanuel Macron, moi, je crois qu'il fait peut-être un calcul en se disant, je sacrifie beaucoup de gens dans mon équipe. Mais en même temps, peut-être que l'idée, c'est de se dire, si je mets le Rassemblement national au pouvoir tout de suite, parce ils caracolent dans les sondages, puis normalement, ils devraient entrer au pouvoir assez bientôt. Mais peut-être qu'il se dit, regardez, il reste encore 3 ans avant que ce soit la prochaine élection présidentielle. Donc, pendant ces 3 ans-là, le Rassemblement national peut se faire bloquer par le président sur différentes décisions. Donc, ça peut frustrer, si on veut. C'est-à-dire qu'on peut voir, vous voyez, le RN, ils n'arrivent pas à appliquer leurs décisions, puis quand ils ont des décisions, ça marche pas. Donc, ça peut finir par user le pouvoir du Rassemblement national. Peut-être que c'est un peu ça, la stratégie. Mais si on revient au débat comme tel, qu'est-ce qu'il y avait? On avait Jordan Bardella du Rassemblement national, Gabriel Attal qui est venu au Québec tout récemment, et Manuel Bompard du Front populaire. Alors, les grands enjeux en France, parfois, peuvent différer un petit peu ici au Québec. On parle notamment des retraites, qui a suscité énormément de grèves, de réactions partout en France. Pourquoi? Parce qu'on a repoussé l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Donc pour nous, au Québec, ça semble très banal comme décision. Mais en France, je sais plus qui disait ça, je sais plus si c'est De Gaulle qui disait la France est plus propice à des révolutions, mais les réformes, c'est quasiment impossible. Il y avait une phrase qui dit quelque chose comme ça. Donc une simple réforme qui consiste à pousser de 2 ans l'âge de la retraite. Faut tout casser. C'est plus facile de tout casser et rebâtir que de réformer puis d'améliorer. Mais c'est ça l'affaire. Donc, il y avait ce enjeu-là sur les retraites. Il y a aussi l'émigration des jeunes. Tu sais, ici, à Montréal, il y a énormément de jeunes étudiants qui vont à McGill, l'Université de Montréal. Il y a donc beaucoup de jeunes Français qui sortent du pays parce qu'ils disent, on voit plus trop l'intérêt de rester en France pour diverses raisons. Puis, ça vient toucher justement l'économie, le pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat en France n'est pas du tout le même qu'en Amérique du Nord. C'est-à-dire que le prix du carburant a beaucoup monté, notamment avec la guerre en Ukraine. La pression fiscale en France est énorme. Les impôts, c'est quand même quelque chose. Les taxes, c'est vraiment quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sortent de France parce qu'ils disent que c'est rendu trop compliqué, tous les papiers, tout ce qu'il faut remplir d'administration. Puis on sait comment l'administration française peut être vraiment oui, les 12 travaux d'Astérix, l'inspiration de être locale. Absolument. En France, chez Dargaud. C'est ça, ça peut être très compliqué, alors que souvent les Français vont nous dire, vous en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus simple. Souvent, on peut se plaindre un peu du Québec, des différents gouvernements, mais quand même, quand on se compare à la France, à d'autres pays européens, on est beaucoup, beaucoup plus simple, plus pragmatique ici en Amérique du Nord. On a récupéré l'efficacité nord-américaine. Absolument. Et donc, en dehors de ça, les grands enjeux qui font beaucoup réagir, c'est la sécurité et l'immigration. Pourquoi? Parce que la France n'est plus vraiment un pays sécuritaire. Il y en a qui parlent d'une presque pré-guerre civile. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des attaques au couteau, il y a souvent des agressions sexuelles, il y a beaucoup d'attaques partout, il y a beaucoup de lieux qui sont plus sécuritaires, notamment pour les femmes, que ce soit en banlieue de Paris, dans différentes villes de France, à certaines heures, dans les métros, les transports en commun, les femmes vont éviter certains lieux. Donc la sécurité est rendue un enjeu primordial en France. Et ça, c'est un thème... Qu'on soit à gauche, qu'on soit à droite, on veut de la sécurité pour tout le monde. Mais c'est un thème qui est plus facile à récupérer par la droite parce qu'ils ont toujours des solutions magiques. Tout le monde en prison.
Oui. Mais c'est ça, c'est ça le grand enjeu hier. Et moi, il y a une chose qui m'agace un peu dans les grands médias souvent, c'est qu'on va dire le Rassemblement national, c'est l'extrême droite, et on fait l'amalgame avec le fascisme. Mais je veux dire, même si on peut s'opposer au Rassemblement national, puis critiquer des mesures, à mon sens, ce n'est pas l'extrême droite. C'est un mot qui est trop chargé pour dire ça. Pourquoi? Parce que la véritable extrême droite, le véritable fascisme, c'est carrément l'attaque contre le parlementarisme et la démocratie, qui sont considérés comme des régimes trop efféminés et trop inefficaces pour la vraie nation pure. C'est aussi le culte du chef, donc ce serait carrément des portraits du chef partout. Ça, c'est la vraie extrême droite. Là. Ça se rapproche de la dictature. Oui, c'est ça, puis c'est le culte de l'âge d'or. On se rappelle que sous Mussolini, c'était le rappel de l'Empire romain. On voulait comme rebâtir l'Empire romain. Même chose pour l'Allemagne nazie, c'était le Saint-Empire romain germanique. Donc, il y a toujours un culte d'un âge d'or qu'on veut ramener. Et avec le Rassemblement national, je ne vois pas ça. Alors, évidemment, ils peuvent revenir dans le passé en disant on aimait mieux la France d'avant, mais c'est-à-dire c'est pas du tout le culte d'un âge d'or comme tel. Donc, ça m'inquiète quand même parce qu'aux États-Unis, Make America Great Again, ça ressemble pas mal à ce que tu viens de décrire. Mais Ronald Reagan avait déjà ce slogan-là. Donc, c'est sûr. Mais après... Mais retournons en France, toujours est-il. Mais je comprends très bien que la situation actuelle crée des alliances à gauche, à droite, au centre. Au centre, c'est plus facile. Quoique c'est plus difficile parce que c'est le parti actuellement au pouvoir. Donc, ils n'ont pas la cote, évidemment. Mais donc, si on fait un mélange de gauche puis un mélange de droite, on n'est pas dans l'extrême gauche, dans l'extrême droite. Les extrêmes en font peut-être partie, mais le milieu de ces deux factions à gauche et à droite est plus central. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, justement, je le voyais dans le débat hier. Justement, le RN se fait traiter d'extrême droite, mais le nouveau Front populaire, qui comprend littéralement des communistes et des gens anticapitalistes, ne se fait jamais traiter d'extrême gauche comme tel. Donc, on voit qu'il y a comme un double standard. Donc, mais si on revient justement dans le débat comme tel, moi, je trouve que ceux qui sont quand même bien débrouillés, c'est notamment Jordan Bardella. Et quand même, je trouve que les trois sont quand même bien débrouillés. Peut-être un peu moins côté Manuel Bompard, Front populaire. Pourquoi? Parce que là, la France, comme je disais, il y a une pression fiscale, il y a des impôts, puis il y a un enjeu de sécurité. Et là, le Front populaire nous dit, c'est comme s'ils veulent pas nécessairement baisser les impôts, ils vont toujours dire qu'il faut en faire plus pour aller chercher plus d'argent, alors que les dépenses sociales en France, c'est vraiment énorme. Là. Je pense que la France, si je me souviens bien, c'est 1% du PIB mondial, mais c'est 10% des dépenses sociales dans le monde. Oh là là! Donc c'est gigantesque. Absolument. Puis il y a beaucoup de choses qui sont gratuites en France, notamment si un étudiant étranger veut aller à l'université, c'est peut-être juste 150-200 €. Là. Alors qu'ici, Québec, Canada, il faut payer des milliers, des dizaines de milliers de dollars si on est étudiant étranger. Donc on peut imaginer toute la dépense que ça suscite, d'autant plus que les retraites sont quand même relativement tôt. Même que nous, je ne sais plus ce qu'il y a des partis qui proposaient de le ramener à 60 ans même. Donc, si on travaille juste de 20-60 ans, c'est sûr que ça a un impact sur l'économie, d'autant plus que l'espérance de vie a beaucoup monté dans les dernières décennies. Exact. Sur l'autre enjeu, par exemple, moi, je pense que sur l'enjeu de la sécurité et l'autorité à l'école, c'est plus du côté du Rassemblement national que j'ai vu des propositions qui semblent plus claires, qui semblent plus rejoindre la volonté populaire. Et je peux comprendre pourquoi il y a une telle majorité de Français qui veulent appuyer le RN. Pourquoi? Parce que dans les écoles de la République française, beaucoup de professeurs se font intimider, pas respectés par les élèves. On l'a vu avec le cas malheureux de Dominique Bernard, Samuel Paty, donc des professeurs qui ont carrément été tués. Et là, c'est comme si les deux autres partis, centre, gauche, c'est comme s'ils font juste dire on va mettre des mesures, oui, mais ça semble pas assez clair face à l'urgence de la situation. Donc c'est la même chose concernant les banlieues qui sont rendues dangereuses et tout ça. On dirait que le RN propose quelque chose qui semble plus clair, du moins quand on les écoute. Après, moi je trouve que la coalition gouvernementale a vraiment fait des choses. Il y a vraiment des actions qui ont été prises, notamment Gabriel Attal rappelait que l'abaya a été banni dans les écoles. Donc l'abaya c'est comme une tenue islamique qui ne respectait pas la laïcité de l'école. Parce qu'on s'appelle en France, la laïcité ça va pas mal plus loin qu'au Québec. Là. On n'a pas le droit de symboles religieux chez les élèves dans les écoles. Et donc, Gabriel Attal interdit les abayas. Puis je pense que la coalition gouvernementale a quand même fait des efforts au fil des années pour lutter contre l'islamisme et pour renforcer la sécurité. Mais de toute évidence, on dirait que pour l'électorat français, ça ne suffit pas parce que dans les sondages, ils sont rendus quand même assez bas. Mais c'est vrai que c'est plus difficile pour un parti qui est au pouvoir parce que l'eau se réchauffe alors qu'il est dans le bain. Alors lui, il fait comme, mais j'ai fait de mon mieux, mais là, c'est compliqué. Alors que quelqu'un qui est de l'extérieur peut toujours dire, voyons non.
Ça n'a aucun sens, cette histoire. Alors, c'est ça le péril d'un gouvernement qui sort puis qui demande une réélection ici, monsieur. Il faut toujours se rappeler, on n'en parle jamais assez souvent. En France, c'est une vraie république. Souvent, on espère que le Québec soit une république parce qu'on s'inspire beaucoup de ce qui se passe en France à bien des égards. Mais c'est une république, donc il y a un président et une Assemblée nationale. Comme si ici... comme aux États-Unis, Donald Trump, Biden versus le Congrès puis la Maison-Blanche, c'est la même mécanique. Et donc là-bas, M. Macron aimerait avoir des joueurs de son équipe, mais ce que tu as évoqué en début de chronique, c'est potentiellement qu'il s'est dit, ben, regarde, je vais perdre mon équipe législative, puis je vais démontrer que leur tenir tête, c'est ce qu'il faut. Je vais les mettre dans le temps, puis la prochaine législative, on aura essayé le passage de droite qui était requis par l'actualité puis le temps, et on va de retour à des valeurs progressistes. Je pense que c'est ça sa stratégie en ce moment. Après, je sais pas à quel point il veut se faire réélire une troisième fois, mais je pense que l'idée, c'est vraiment d'essouffler le Rassemblement national, parce qu'ils vont quand même gouverner pendant 3 ans, puis on va appeler ça une cohabitation avec le président qui est pas du même parti. Oui, et donc, ça peut être sclérosé, cette affaire-là. C'est quand même pas mal. Quand même pas mal. Après, dis donc, j'ai vu que tu voulais me parler d'une subvention qui a été pour la Franco-Fête de l'Ontario. Donne-moi des détails. Ça m'intéresse beaucoup parce que depuis qu'on s'est fait dire qu'on était... Comment est-ce qu'il dit ça, monsieur? Les pleins de marde. Les pleins de marde, monsieur Francis Drouin. C'est une Franco-Fête de l'Ontario. Donc, il a demandé une subvention vitale pour que les festivités aient lieu, et qu'il a demandé à l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario, et qui a refusé. Donc, c'est un montant de près de 190 000 $ qui a été refusé par l'agence. Et donc, les organisateurs disent que, vu que c'est une subvention vitale, l'événement va avoir lieu, mais de manière beaucoup plus modeste. Donc, c'est encore une fois, pour moi, c'est encore symptomatique. C'est pas juste un cas isolé, là. C'est encore une fois, on montre que le français ne compte pas au Canada anglais. Et on peut donner d'autres exemples. Tu sais, l'Université de l'Ontario français, qui existe depuis maintenant quelques années, mais c'est quasiment une farce, là. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, c'est très mal financé. Puis, je me rappelle, quand ça a commencé, l'Université de l'Ontario français, les premiers programmes, c'est des affaires comme vraiment floues, qui mènent à rien, genre développement de... Faut être militant pour sa langue française pour choisir d'aller là. Faut vraiment mettre ça de l'avant. C'est pour ça que moi, j'ai toujours trouvé que Francis Drouin, évidemment, c'était des propos complètement inadmissibles, mais je comprenais quand même le sens. C'est-à-dire que les Québécois, vous comprenez pas, là, c'est quoi être ostracisé puis être en bataille perpétuelle. C'est pour ça qu'il disait, moi, j'ai passé ma carrière à défendre le fait français. Je regardais le journal de Grenville l'autre jour qui partageait avec Hawkesbury où le bilinguisme est constant. C'est vrai qu'on peut facilement, moi le premier, avoir tendance à une vision métropolitaine, mais la réalité des francophones hors Québec, en situation minoritaire, c'est un combat de tous les jours. Oui. Philippe, merci beaucoup pour cette chronique. Merci. Salut. Bonne journée. À plus tard cette semaine.